Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui, ici dans cette salle et à distance pour ceux qui nous suivent en webconférence. Nous inaugurons cette première table ronde autour de la thématique santé numérique et DTX, quel état des lieux en France. On parle de santé numérique depuis bien longtemps en France, évidemment, avec le dossier patient informatisé, la télémédecine, les dossiers, les dispositifs médicaux et plus récemment l'intelligence artificielle, donc qui est vraiment aujourd'hui incontournable dans le marché de la santé numérique. Mais le terme DTX est aujourd'hui beaucoup plus récent. Il s'est diffusé avec la création de la DTX Alliance, donc on l'a vu en 2017. Et de plus en plus d'acteurs se réclament aujourd'hui de ce marché des DTX. On en avait une dizaine il y a quelques années. Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine, alors en fonction de la définition qu'on donne au mot DTX. Si en fait on s'intéresse de plus près à ce marché, on voit que la majorité des solutions sont aujourd'hui déployées aux États-Unis, mais que le marché européen se structure et s'accélère de plus en plus, comme on a pu le voir avec Megan Coder, donc avec le dispositif DIGA, donc, qui a été créé fin 2019 en Allemagne et qui permet aujourd'hui la prescription d'une trentaine de DTX sur le marché allemand, et la France, donc qu'on attend, qui souhaite donc déployer un dispositif similaire. Megan nous a brossé un tableau très complet de ce que sont et de ce que ne sont pas les thérapies numériques, même si aujourd'hui une définition internationale est en cours de développement avec ISO. Ce terme recouvre en effet de très nombreuses solutions, avec une grande diversité, à la fois technologique, avec des solutions à applications compagnons, des solutions qui ont recours à la réalité virtuelle, des capteurs connectés, une grande variété de positionnements sur le parcours de santé, avec des solutions à destination de prévention, de traitement et de suivi, et également une grande diversité des thérapies sous-jacentes. Donc on a des solutions qui reposent sur des thérapies cognitivo-comportementales, des solutions basées sur des exercices de rééducation physique ou cognitive, ou encore des interventions musicales, on va le voir plus tard dans la journée. On est donc sur un périmètre assez large. Et ce périmètre soulève en fait de nombreuses questions qu'on va adresser aujourd'hui dans cette table ronde, avec un retour peut-être dans un premier temps sur une définition des thérapies numériques et comment elles se différencient des autres solutions en santé numérique aujourd'hui. Un retour sur les premières expériences, on va parler de Diabéo, de Deprexis, de MoveCare, des éléments de réflexion sur les modes de développement et les perspectives à court et moyen terme pour la généralisation de ces solutions en France. Alors avec nous pour en parler, Thomas Borel, donc vous êtes directeur scientifique des affaires scientifiques et responsabilité sociétale des entreprises au LEM. Pierre Leurent, vous êtes fondateur et CEO de Volontis et coprésident d'Aptar Digital Health. Hélène Moore, General Manager d'Etifarm Digital Therapy. Donc on va parfois utiliser l'acronyme EDT pour simplifier. Et enfin, Edwige Bénis, Senior Principal et Consulting Link chez IQVIA. On gardera quelques minutes à la fin de la table ronde pour échanger. Donc mettez vos éventuelles questions de côté, que ce soit dans la salle ou à distance, on transmettra les questions. Alors je me tourne dans un premier temps vers vous, Pierre Leurent, en tant que pionnier de ce marché en France. Je rappelle que Volontis a été créé, je crois, en 2001. Donc vous faisiez déjà des thérapies numériques avant qu'on appelle ça des thérapies numériques. Quelle est aujourd'hui votre vision? Quels éléments clés vous retenez de la définition qui a pu être proposée par la DTX Alliance pour se différencier de la santé numérique? Quels sont vraiment les principaux éléments à garder en tête et peut-être avec une spécificité sur le marché français? Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à présenter aujourd'hui et pour l'organisation de cet événement qui, à mon avis, est un élément fondateur aussi en France autour de notre catégorie de solutions. Les thérapies numériques existent depuis une petite dizaine d'années, en fait. Je pense qu'on peut probablement définir le point de départ lorsqu'on a validé pour la première fois cliniquement des solutions logicielles en termes d'impact clinique. C'est à ce moment-là qu'on a pu faire, entre guillemets, la preuve de concept que des logiciels pouvaient avoir eux-mêmes une efficacité en fait, clinique au même titre que d'autres types de produits de santé. Et on a un enjeu qui était qu'il y a une dizaine d'années, la catégorie n'existait pas en fait. On ne savait pas très bien dans quelle classification ranger ces solutions. Je me rappelle de certains échanges avec les autorités de santé à l'époque en France et on ne savait pas dans quelle case mettre ces nouveaux types de produits logiciels. Il y a une dizaine d'années, les réglementations se sont un petit peu plus affinées. On a eu à la fois en Europe et aux États-Unis des logiciels autonomes qui sont devenus des dispositifs médicaux à part entière. Donc on l'a vu dans la définition tout à l'heure, le Software as a Medical Device. Et on a eu vraiment un premier ensemble de produits qui en fait ont
ont eux-mêmes défriché en fait, ces premiers usages et ont fait la démonstration dans différents domaines thérapeutiques de leur valeur ajoutée sur le plan clinique. Donc c'est à partir de ce moment-là on a commencé à vraiment pouvoir esquisser finalement une nouvelle catégorie de produits de santé. Personnellement, je crois qu'on est au début en fait, d'un nouveau secteur industriel à part entière dans le domaine dans l'arsenal thérapeutique. Je pense que demain, on aura des médicaments, on aura des dispositifs médicaux assez classiques, et puis on aura aussi les thérapies numériques. Et je pense qu'on est vraiment finalement au début d'une très belle aventure clinique et industrielle. Et je pense que il y a beaucoup de travail encore à faire pour poser les bases en fait, de cette nouvelle industrie. La Digital Therapeutics Alliance y contribue parce qu'il faut qu'on standardise un petit peu les guidelines et les référentiels finalement sur ce secteur. Et je pense qu'il faut le faire aussi à un niveau vraiment mondial si possible, parce que le danger sinon c'est de se retrouver avec vraiment de multiples définitions, de multiples façons de réguler ces types de produits à différents niveaux. Pour répondre à la question sur la définition, je pense qu'elle est tout à fait je pense, valide et solide aujourd'hui. Enfin, au cœur d'une thérapie numérique, on a une intervention délivrée auprès des patients qui est personnalisée, qui est générée grâce à du logiciel et qui a été validée sur un plan clinique. À partir de cette fondation-là, je pense qu'on a différentes déclinaisons. Moi, je dirais qu'il y en a particulièrement deux catégories. Il y a des thérapies numériques qu'on peut qualifier de stand-alone, c'est-à-dire que ce sont presque des possibilités des nouveaux types de traitements en eux-mêmes, comme des médicaments, c'est-à-dire des substituts de médicaments en tant que tels, et bien ou des thérapies numériques qui sont plutôt compagnons, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à accompagner d'autres types de traitements, par exemple des médicaments pour apporter une valeur ajoutée je dirais, sur un plan combiné. Et à partir de là, on peut décliner dans différents domaines thérapeutiques et différentes variétés cette catégorie de produits. Et aujourd'hui, vous avez une empreinte mondiale, donc avec une présence évidemment en Europe, mais également aux États-Unis et en Asie aujourd'hui. Est-ce que vous voyez déjà des différences, soit de définition, soit de perception, soit de type de marché entre ces thérapies numériques, où finalement on converge véritablement ? Je pense que le marché est beaucoup plus développé aux États-Unis. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr que en termes de profondeur en fait, du secteur, on est sur un déploiement relativement large. L'Europe aussi n'est pas en reste. Enfin, je pense que la France et l'Allemagne, je pense, ont un beau rôle à jouer, en particulier pour arriver à quelque chose d'européen de façon plus harmonisée. L'Asie, je pense, est un petit peu en retard, entre guillemets, par rapport à ces sujets, mais elle est en train d'avancer aussi sur la définition de ses propres référentiels. Mais je pense que la plupart des acteurs industriels aujourd'hui sont focalisés sur Amérique du Nord et Europe, avec un petit peu d'initiatives qu'on voit par exemple au Japon ou dans d'autres pays d'Asie. On pourra y revenir si vous le souhaitez. D'accord. Alors, Hélène Moore, je me tourne vers vous maintenant. Ethypharm Digital Therapy, donc on va dire EDT, est un acteur finalement beaucoup plus récent sur ce marché aujourd'hui. Vous vous définissez comme un acteur européen, principalement. Quelle est de votre côté votre vision des DTX et les différences que vous avez peut-être pu déjà constater en lançant là, vos premiers produits, notamment des Praxis, ou en approchant les institutions et les différents acteurs de l'écosystème? Merci et puis merci d'être là, de l'invitation. Je suis honorée d'être sur ce panel. Alors, c'est une bonne question parce que oui, EDT, c'est une société qui est jeune, qui appartient à 100% au groupe Ethypharm et qui a été fondée vraiment dans le but de commercialiser, de déployer des DTX sur le sol européen avec un cœur de pilotage français. Donc, on est vraiment une société franco-française, même si la fille qui parle, elle a un gros accent québécois. J'ai un cœur français aussi. Donc, notre vision et notre mission, au départ, c'était de commercialiser, déployer des DTX en Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait pour partir l'aventure, en fait? Ça fait 1 an et quelques mois qu'on existe. On est allé, au lieu de se dire on va développer une DTX de zéro, on est allé chercher une DTX. On a collaboré avec une société allemande qui a déjà une DTX qui a été développée puis au cours des 10 dernières années. Donc, c'est vraiment un des pionniers, là, Gaia, notre partenaire, un des pionniers européens sur le développement de la DTX. Et donc, nous, on est partis avec notre Deprexis, les clés de l'entreprise qui nous ont été données il y a 1 an et quelques, puis go, on bâtit quelque chose autour de ça. On s'est vite rendu compte que, de un,
quand on parle de DTX, ben, il y a la moitié des gens qui te regardent comme si c'était très ésotérique, en fait, de traiter des gens avec un logiciel, et de tous les niveaux d'interlocuteurs, en fait. Donc, on a réalisé à quel point il y avait énormément de pédagogie à faire sur le sujet avant de même commencer à parler de ton produit et pourquoi ton produit pourrait être offert aux patients italiens, espagnols, anglais ou français. Donc, c'est un défi auquel nous, on fait face. On a sauté dans le bain, peut-être un peu avec même un peu d'innocence, hein, parce qu'on se disait, go, on y va, et puis on s'est rendu compte, en fait, que c'est tout un défi. Toi, tu le savais déjà. mais donc, on le vit au jour le jour. Et un des défis qu'on a aussi, c'est le manque d'harmonisation, ce qui fait en sorte que le travail qu'on met en place pour lancer des Praxis en France, pour faire rembourser des Praxis en France de façon cybersécure aussi, il est différent de ce qu'on nous demande au Royaume-Uni. Et on commence à travailler avec l'Italie et l'Espagne. Encore une fois, on fait face à des écosystèmes totalement différents au niveau de leur maturité aussi et au niveau des attentes qui sont de la part des payeurs et des régulateurs. On reviendra sur le descriptif de Deprexis tout à l'heure. Je crois qu'en fait, Deprexis appartient évidemment à la catégorie plus du standalone. Aujourd'hui, est-ce que, notamment en Allemagne, en France, on a des focus différents? On voit en Allemagne, donc il y a déjà une 30-35 gigas qui sont déployés. On est plutôt sur du standalone, plutôt sur d'autres types de DTX, comme en France, où il y a des différences? Selon ce qu'on observe, en fait, la France a déjà de très belles solutions commercialisées, hein, mais qui sont plus du côté de la télésurveillance. Tandis qu'en Allemagne, on a plus des stand-alone DTX. Donc, on a quand même une différence de ce qui est déployé dans les différents pays, ce qui fait en sorte que dans l'imaginaire des personnes qui sont dans l'écosystème, quand on parle de DTX, il faut quand même spécifier ce qu'on a. Et là, nous, on arrive peut-être un peu comme les premiers en France avec un stand-alone, qui est des Praxis, qui n'a pas d'accompagnement, qui n'accompagne pas un médicament, ce n'est pas du tout notre agenda non plus, et qui peut être... le patient peut l'utiliser seul ou en complément des soins habituels. Et donc, ça, c'est assez différent. Puis quand on est en Allemagne, en fait, c'est la norme. Donc, on réalise aussi qu'il y a des vélocités de déploiement qui sont différentes dans l'Europe. Et donc, ça fait qu'on a besoin aussi d'articuler puis de bien expliquer qu'est-ce qu'on a entre les mains puis qu'est-ce qu'on veut offrir. Donc, vous pointez l'une des grandes problématiques, c'est finalement d'aller voir les différentes institutions, que ce soit au niveau de l'évaluation, au niveau de la mise sur les marchés, pour leur expliquer ce que c'est, pour leur expliquer les tenants et les aboutissants. Alors Thomas Borrell, le LEM, interagit avec les différentes institutions depuis longtemps, notamment sur les questions de santé numérique. Aujourd'hui, on a ces nouveaux... Alors, on ne parle plus d'OVNI, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que c'est relativement établi dans le domaine de la santé. Quelles sont les évolutions que vous avez pu voir au sein de ces différentes étapes finalement de mise sur le marché, voire de remboursement et d'intégration dans les parcours de soins en tant que représentant des entreprises du médicament qui sont concernées au premier chef par ces développements? Je crois que comme Pierre Laurent le disait tout à l'heure, on est au début d'une longue histoire. Et l'histoire, elle a commencé déjà il y a fort longtemps, en 10 ans. Néanmoins, les choses se sont quand même accélérées, on va dire, ces 3 ou 4 dernières années, sur différents aspects. D'abord, la structuration d'une politique publique autour de Ma Santé 2022, la création de mon espace santé, la création d'outils pour utiliser aussi au mieux un certain nombre de données au travers du Health Hub, la stratégie d'accélération en santé numérique. Tout ça, c'est très récent, hein. La stratégie d'accélération en santé numérique, elle a été lancée pas plus tard que l'année dernière. Donc, c'est à la fois du côté de la puissance publique, des outils et des cadres qui sont évidemment indispensables pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, pour que les choses puissent se faire sur le territoire français. Alors plus précisément sur la partie on va dire procédure d'accès et tarification associée, et évidemment les éléments importants cette année, c'était le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a entériné un dispositif de prise en charge temporaire des solutions numériques, notamment dans le cadre de la télésurveillance. Ce qui est effectivement souhaité depuis bien longtemps. Ce n'est qu'un début, ça ne balise pas encore complètement un processus d'accès qui, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, a sûrement vocation à avoir une réflexion à cadre européen plus qu'un cadre national. Parce que c'est difficile pour un industriel, quelle que soit sa taille, de dire tiens, ici ça va se passer comme ça, dans tel délai, avec telle contrainte, avec telle demande des autorités, et puis dans le pays d'à côté, ça va être différent, et ça va imposer aussi d'autres contraintes.
des choses qu'on vit déjà avec le médicament, mais qui évidemment dans une solution, dans une histoire qui se construit, je pense qu'il est important de regarder assez vite cette dimension régionale, européenne en l'occurrence. Effectivement. Et dans ce cadre de mise sur marché, et plus spécifiquement pour les entreprises du médicament, on parle depuis quelques années déjà, je crois depuis 2 accords cadres LEMS-EPS, de prise en compte de ces solutions multitechnologiques, de ces technologies d'accompagnement du médicament dans la valorisation, si ces solutions permettent de faire des économies potentiellement sur la prise en charge ou d'améliorer la qualité de cette prise en charge. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça fait partie des discussions sur comment on peut évaluer ces bénéfices, comment les valoriser? Est-ce que c'est concret aujourd'hui pour les entreprises du médicament? Alors, c'est concret, oui, puisque ça fait juste un accord cadre, c'est-à-dire le dernier qui a été signé il y a 2 ans, qui a effectivement stipulé la prise en compte des investissements. Là, on parle des investissements par les sociétés qui sont régies sous l'égide de l'accord cadre, des investissements qui permettent de garantir une stabilité de prix du médicament. Donc là, on n'est pas sur des solutions numériques à proprement parler dans le dispositif de prise en charge de ces solutions numériques, mais plutôt sur les investissements conduits par une entreprise pharmaceutique, régie par la convention par l'accord cadre, qui viendrait investir soit sur de la recherche, soit sur la mise à disposition de ces solutions sur le territoire français. Donc je ne peux pas vous dire, il faudrait demander au comité économique des produits de santé la façon dont cela a été utilisé jusqu'à maintenant. Ce dispositif est assez récent, mais on peut quand même se féliciter que c'était introduit et c'est une première étape. On aura probablement l'occasion, lors d'une prochaine négociation, d'un prochain accord cadre, de redéfinir un peu plus précisément ce qu'on attend autour de cette valorisation économique par le CEPS des solutions numériques. Encore une fois, elles s'inscrivent dans le champ du médicament avant tout, celles-ci. On parle des solutions numériques ou des actions en matière de solutions numériques de l'industrie pharmaceutique. Merci beaucoup. Alors, on a vu les éléments en fait qualitatifs finalement de ce que sont les DTX, leurs composantes, leurs spécificités, les éventuelles différences. Edwige Bénès, IQVIA produit régulièrement des rapports, soit sur les tendances de la santé numérique, plus récemment un plus particulier sur l'impact de l'IA sur la médecine en France. Est-ce que vous avez des grands chiffres à nous donner sur ce marché global de la santé numérique? Et puis en fonction des définitions, on voit qu'elles peuvent être assez différentes en fonction des acteurs. Comment se positionnent ces thérapies numériques dans le marché plus large de la santé numérique? Oui, donc effectivement, on a eu l'occasion de travailler au niveau mondial déjà avec un premier rapport qui a été publié en 2021 sur la Digital Health, qui nous a permis de dresser un premier portrait aujourd'hui des solutions numériques au sens large. Alors sachant que, comme vous l'avez tous rappelé, on a quand même encore des définitions qui sont très mouvantes et qui rendent l'appréhension du marché en tant que tel assez difficile en réalité, puisque tout dépend de ce qu'on va considérer comme étant une solution numérique et comment on va derrière caractériser le digital therapeutics. Là encore, vous rappeliez que, à juste titre, en fonction des continents, en fonction des pays, on va avoir aussi des niveaux de maturité qui vont faire que les définitions, là encore, ne sont pas les mêmes. Donc on s'est quand même essayé à cet exercice qui n'a pas été simple. Et en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est que si vous prenez le digital health dans son ensemble, on a à peu près, et il y a une forte accélération, comme vous l'imaginez, avec le Covid, on a eu à peu près 90 000 applications santé qui ont été lancées, qui étaient sur le marché en 2019. Donc ça inclut également, bien sûr, tout ce que vous pouvez considérer comme étant les applications à destination du patient consommateur, de tout à chacun, pour travailler sur sa santé en général et son well-being en particulier. Ça, c'est pas du digital therapeutics du tout, mais c'est la première étape et le premier exercice auquel on a tenté de répondre. De 90 000 en 2019, on est passé à 350 000 en 2021. Donc il y a vraiment eu une explosion et une fois encore, forcément, une accélération du fait de la pandémie de l'utilisation au sens large de ce numérique. Et puis ensuite, en resserrant la définition en tant que telle qui va nous intéresser, on va distinguer encore, et là encore en étant assez cohérent avec aujourd'hui les définitions notamment de DTX Alliance, on est sur la digital medicine en tant que telle à environ 250 solutions qu'on peut considérer comme étant aujourd'hui dans le monde des catégories à part entière sur tout ce qui est
digital medicine. Donc la grosse différence étant, on va dire, si on le fait schématique par rapport au digital therapeutics, probablement qu'on est plutôt sur des biomarqueurs digitaux. On est également sur quelque chose qui n'est pas forcément spécifique à une pathologie ou à derrière une indication. Alors que quand on va aller sur le digital therapeutics, et là, du coup, on redescend encore les fameux 30 que vous citiez tout à l'heure, qui sont commercialisés aujourd'hui, en tout cas qui ont une market authorization. Quand on regarde ceux qui sont les solutions digital therapeutics commercialisées à proprement parler, on est en train de parler du coup de 25. Donc vous voyez que quand on reprend finalement ces définitions et qu'on regarde un petit peu comment se structure aujourd'hui le marché, eh bien on est finalement, même si ça fait déjà plus de 10 ans qu'on parle de digital therapeutics, on est encore au balbutiement d'une industrie. Quand on regarde les évolutions du marché et les évaluations chiffrées de ce que ça pourrait représenter, on était en 2019 sur une évaluation du marché d'environ 2 milliards dans le monde. On s'attend à horizon 2025 à avoir un quasi x10 sur cette évaluation du marché. Et bien évidemment, tout ça dépendra fortement de la manière dont les autorités, notamment, vont faciliter l'usage et le remboursement, l'accès à proprement parler de ces digital therapeutics. Donc on a vraiment une pyramide qu'il faut garder en tête. Et en fonction de ça, eh bien, effectivement, l'évaluation va être un petit peu différente, avec, pour rebondir sur tout ce qui a été dit aussi jusqu'à présent, bien sûr, un marché finalement du digital therapeutics qui est beaucoup plus mature aux US, comme on pouvait le s'attendre. Et quand on regarde aussi l'équilibre des grands nombres entre les US aujourd'hui et l'Europe, on retrouve à peu près ce qui se passe sur le médicament. Donc on est à peu près sur 45 à 50% du marché aux US, et puis du coup une contribution européenne autour de 25-30%. Alors, parmi les thérapies dont vous parlez, il y en a une qui est déjà sur le marché allemand depuis quelques temps, Deprexis, et qui fait partie d'ailleurs des applications remboursées dans le cadre du dispositif DIGA. En France, elle est disponible, a été mise à disposition depuis fin mai, je crois, donc par EDT. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur pourquoi vous avez finalement choisi de partir sur cette DTX standalone? Quels ont été les critères de choix? Oui. C'est un beau segue après ce que vous venez de nous expliquer sur, en fait, la pléthore de solutions qui existent sur votre téléphone mobile à l'heure où on se parle. Hein, 350 000 solutions. Puis quand on les met dans un entonnoir de rigueur scientifique, ben, on se retrouve avec un compte-gouttes au bout de l'entonnoir. Alors nous, quand on a eu le premier mandat de se trouver un produit qui pouvait être déployé à l'échelle européenne, avec la vision qu'on avait, qui était de rester dans le médical, bien, le premier critère qu'on avait, c'était la rigueur scientifique derrière le développement de ce produit-là et les études cliniques qui viennent avec. Donc, et en fait aussi, le groupe Ethypharm est impliqué dans les solutions sur le système nerveux central, ce qui fait en sorte qu'on regardait des solutions qui s'adressaient à des patients souffrant de conditions dans ce champ-là. Donc, Deprexis est avéré être pour nous le choix assez évident, puisque c'est une solution qui a 10 ans de développement et d'expérience clinique, donc 12 études randomisées contrôlées. Il y en a qui sont un peu plus petites et tout, mais quand même 12 études qui vont toutes dans le même sens. Et quand on a regardé ça, on s'est dit, ouais, on peut travailler avec ça. Donc, ça a été pour nous le premier critère. Vraiment, c'est la rigueur scientifique derrière le développement et la rigueur du développement clinique de Deprexis, et qui fait qu'on est allé vers ce produit-là. Donc, Deprexis, c'est un stand-alone, c'est une thérapie numérique, c'est un logiciel qui le patient utilise en toute autonomie, en fait, le patient a une discussion avec Deprexis, une espèce de chat où il choisit des réponses qui lui sont proposées. Et ce qui fait que Deprexis personnalise son approche. C'est basé sur les fondements de la TCC, mais pas que. On a Dr Narboni dans la salle qui va me taper sur les doigts si je parle seulement de TTC, puisque Deprexis est beaucoup plus holistique comme approche que seulement la TCC. On a aussi des modules qui sont comme, par exemple, les rêves, les souvenirs d'enfance. Donc, les psychiatres et les experts à qui on parle, quand ils voient la solution, ils disent « Ah oui, c'est pas seulement de la CCC, c'est beaucoup plus
ça se colle plus à une réalité de psychothérapie, en fait, et c'est personnalisé. Si je fais mon Deprexis, vous faites une aventure Deprexis, on n'aura pas la même expérience, puisque le logiciel s'adapte à nos réponses. Mais il y a 3 choses que Deprexis ne fait pas et qui nous facilitent la tâche aussi, comme premier produit pour nous, c'est que Deprexis ne contient pas d'intelligence artificielle ou de machine learning. C'est un algorithme très riche, mais un algorithme fixe. Alors, pour nous, et puis on s'en rend compte maintenant qu'on travaille avec les autorités, quand un module d'intelligence artificielle, ben, il y a une brique qui s'accole au dossier de remboursement qu'il faut remplir parce qu'il faut quand même prouver que ce produit-là, la machine, elle est responsable dans son learning, si on veut. Donc, nous, on n'a pas cette composante-là avec Deprexis. La deuxième composante qu'il n'y a pas, c'est un objet connecté. Et l'objet connecté, bien que ce soit en fait très fréquent en DTX, pour nous, c'est un avantage puisqu'il y a des variables reliées à ça qui font qu'il y a une obsolescence de l'objet connecté, il y a des risques inhérents à l'objet connecté et ça rend le dossier plus complexe. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de connexion au médecin. Et donc, pas de dashboard pour le médecin, ce qui fait qu'au niveau de la management de la data puis de l'interopérabilité, c'est beaucoup plus simple. Donc, la simplicité et l'élégance de Deprexis, qui est une solution pour nous qui fait ses preuves cliniques, qui rend le patient responsable de sa data et qui facilite la tâche au niveau de former un dossier de remboursement, former un dossier de cyber-compliance pour chaque pays, parce qu'il y a 2 dossiers à faire, on s'en rend compte, le remboursement et la cyber-compliance. Donc, pour nous, ça a été un choix que je juge maintenant un bon choix. Et puis, on y va avec ça. Aujourd'hui, il est en attente d'un éventuel avis favorable pour un remboursement. Vous l'avez mis à disposition comment sur le marché français? Oui, donc on a un dossier qui est en évaluation à l'heure où on se parle. Donc ça, ce n'est pas un sujet sur lequel je peux élaborer, mais ce qu'on a décidé de faire, par contre, en attendant d'avoir des réponses des autorités sur le remboursement, et ça, c'est suite aussi au feedback des experts qui nous ont dit « Attendez pas, il y a tellement de gens qui souffrent de dépression. La crise post-COVID de santé mentale fait en sorte qu'il y a des gens qui vont vouloir se l'acheter, qui vont vouloir se payer Deprexis. Donc, on l'a mis en vente sur notre site web. Mais par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est nous, on ne deal pas avec direct aux consommateurs. Donc, il est disponible sur notre site. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a des gens qui vont visiter les psychiatres qui disent si vous avez un patient qui peut se payer Deprexis et que vous pensez que c'est pertinent pour ce patient-là, il est disponible pour achat sur le www.deprexis.fr. Donc, c'est une façon pour nous de le mettre à disposition en non remboursable pour commencer. Et bien sûr, notre objectif, c'est de faciliter l'accès. Parce qu'on sait que ce n'est pas un produit qui est un produit DTC. Ce n'est pas un produit pour le consommateur, c'est vraiment un produit médical. Un autre produit DTX qui est aujourd'hui sur le marché français et qui, lui, est allé jusqu'au remboursement, c'est MoveCare, donc qui, a priori, est la première solution numérique que l'on peut faire entrer dans la définition un peu large des DTX. Elle a été remboursée en 2020. Edwige, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus de détails sur le fonctionnement, l'impact, qu'est-ce qui a pu convaincre les autorités, finalement, de donner ce remboursement aujourd'hui ? Alors effectivement, et je ne voudrais pas dévoiler de grands secrets parce que je sais que MoveCare est présent aujourd'hui et en parlera bien mieux que moi, bien évidemment. Mais en tout cas, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'AJAP, donc l'Association des laboratoires japonais en France, sur un certain nombre d'applications en santé qui utilisaient de l'intelligence artificielle et sur lequel on a travaillé à essayer d'évaluer l'impact de cette intelligence artificielle et de son utilisation en santé, ce qui nous a amené à choisir parmi 30 applications santé qui utilisaient de l'IA, notamment 4, dont MoveCare. MoveCare qui est à date aujourd'hui une application qui est très, très important à avoir en tête, qui a eu derrière des phases d'essais cliniques, phase 2, phase 3, dans le cancer du poumon. Et dont l'objectif est de pouvoir, via un questionnaire patient, je vous simplifie, et une fois encore, vous aurez plus d'éléments cet après-midi, je crois, mais en tout cas qui permet de pouvoir prévenir des potentielles rémissions, des potentielles aggravations de l'état du patient par rapport à des descriptions de symptômes, mais également derrière des complications qu'il pourrait avoir suite à l'utilisation de
de ces différents traitements. Et en fait, dans cette étude qu'on a donc menée avec la JAP, l'idée était de pouvoir commencer à travailler sur cette fameuse évaluation de ces solutions numériques en santé et de ce qu'on pouvait en attendre autour de 3 grands axes finalement. On a voulu d'abord comprendre quel était son impact sur l'organisation des soins, quel était son impact en termes de pertinence et de qualité de soins, et puis quel était son impact également en termes d'efficience, et là sur un rapport, on va dire, plus classique, médico-éco. Et ce qui est assez derrière intéressant à remarquer, c'est qu'on a pu du coup objectiver avec un certain nombre d'éléments quantitatifs la manière dont on pouvait, preuve à l'appui, apporter aujourd'hui un certain nombre d'évidences sur l'impact de cette IA, et donc indépendamment, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui aussi, de toutes les questions qu'on peut avoir autour notamment de cette responsabilité, de ce niveau d'autonomie d'intelligence artificielle qui va être utilisé, qui va être du coup plus ou moins sophistiqué et qui va faire à un moment que effectivement on peut avoir d'autres types de discussions. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu démontrer d'abord qu'on avait un impact et très important en termes de survie, durée de survie du patient. Donc en année 1 et en année 3, par rapport à ce qui avait pu être découvert en études cliniques, on était globalement sur à peu près la même durée de survie en plus en moyenne par patient. Donc en année 1, on était sur à peu près 6,3 mois gagnés en tant que tel pour un patient. En année 3, on était exactement sur le même chiffre. Par ailleurs, on avait aussi derrière regardé en termes d'organisation et d'efficience des soins, ce que ça pouvait induire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'usage et la remontée des différentes informations par le patient correspondait à peu près en moyenne sur une année à 43 minutes passées pour regarder finalement les différents éléments renvoyés par le patient qui, derrière, preuve à l'appui, au fur et à mesure du temps de ces consultations, en prévision de ces consultations, pouvaient du coup remonter un certain nombre d'informations. 43 minutes qui est rien du tout par rapport du coup à l'équipe pluridisciplinaire, donc au pneumo, l'équipe derrière qui, bien évidemment, autour du patient, continuait à l'assister au quotidien, que ce soit derrière les infirmières, mais les autres professions aussi, bien évidemment, dans le choix des décisions de traitement. Et puis, le troisième point qui était vraiment aussi clé, c'était de pouvoir démontrer à un moment l'efficience d'un point de vue économique de cette solution. Et donc, comment on a fait? On a pris derrière en compte, bien évidemment, les différentes dépenses inhérentes au coût en tant que tel de l'usage de MoveCare, la mobilisation supplémentaire, je vous l'ai dit, qui est quand même assez limité côté prise en charge, et en même temps le temps gagné en termes d'efficacité de consultation pour les différents patients. Et on est arrivé du coup à, en année 3, démontrer qu'on avait du coup un coût-bénéfice qui était plus que positif sur cette solution. Et je vous invite du coup à regarder particulièrement ce rapport qu'on a fait paraître début 2022 et qui est en tout cas une première étape dans cette évaluation, preuve à l'appui de ce que peuvent apporter ces différentes solutions santé. Merci beaucoup. Alors effectivement, on en saura un peu plus en détail tout à l'heure avec des interventions de Sivan. Je vais remonter encore un peu le temps, donc je me retourne forcément vers Pierre Leurent. Là, on vient de parler de deux DTX qui sont indépendantes du médicament. Vous avez développé initialement Diabeo, qui a eu un avis favorable en 2016 en vue d'un remboursement, et puis qui finalement a été déployé dans le cadre d'étapes. Alors Diabeo a un peu essuyé les plâtres du marché des DTX en France, on en a parlé tout à l'heure. Quel retour d'expérience tirez-vous aujourd'hui, alors que vous avez un pipeline très très riche, on en parlera tout à l'heure. Quels éléments finalement avez-vous retenu de la construction de cette DTX qui a également eu énormément de recherche clinique derrière et d'études? Oui, alors en termes de stratégie industrielle, en fait, on a effectivement démarré par le diabète avec Diabeo comme étant
dans la première preuve, je dirais, de ce concept des thérapies numériques. Ce qu'on a souhaité faire depuis une dizaine d'années chez Voluntis, c'est vraiment de développer aussi une plateforme, en fait. Une plateforme pour les thérapies numériques pour permettre de développer et d'opérer ces solutions à grande échelle dans une logique de portefeuille, en fait, de solutions. Et c'est ce qui nous a amené à étendre progressivement le champ des domaines thérapeutiques dans lesquels on opère. Donc, on a fait le diabète de type 1 pour démarrer. Ensuite, on a évolué vers le diabète de type 2 avec un produit qui s'appelle Insulia. On a ensuite développé plus dans le domaine de l'oncologie avec des solutions dans différentes indications. Maintenant, on travaille dans plus de 7 domaines thérapeutiques. On a le respiratoire, l'immunologie, la neurologie, les maladies rares, la cardiologie. Donc, ça avance vraiment de façon assez nette et rapide, avec une logique de partenariat avec l'industrie pharmaceutique. On pourra y revenir dans cette logique d'accompagnement en fait, de certains traitements, soit de façon finalement agnostique par rapport à différentes molécules dans une même classe thérapeutique, ou bien de façon plus spécifique et plus couplée finalement à un médicament donné. Et depuis qu'on a rejoint le groupe Aptar en fait, à l'automne dernier, on peut aller vraiment de plus en plus loin dans cette logique de couplage, puisque Aptar est un acteur qui est leader mondial dans les technologies pour la pharma, et en particulier sur les drug delivery systems, donc les systèmes d'administration du médicament. Donc ils font par exemple tout ce qui est inhaler, système d'injection du médicament, etc. Et du coup, on a la possibilité maintenant d'aller assez loin dans tout ce qui est des produits en fait, combinés, en fait, qui associent à la fois le logiciel, le dispositif d'administration du médicament et la molécule. Donc on va, je pense, de plus en plus aller vers une offre différenciée de l'industrie pharmaceutique. Demain, votre médicament ne sera plus une seule molécule, mais ce sera un produit combiné et qui sera intégrant à la fois de la chimie, et du logiciel, et du matériel, et de l'électronique, et de la connectivité, et tout ça sécurisé, etc. Bon, je pourrais donner des exemples concrets de ces innovations qui sont actuellement en cours de développement et dans certains cas commercialisées. Pour répondre à la question sur Diabéo, je pense qu'il y a eu vraiment des enseignements très intéressants. On a été, je pense, parmi ceux qui ont un peu défriché les sujets d'accès au marché, en fait, en France, concrètement. Un des premiers enseignements qui est notable, c'est déjà un intérêt de principe, je pense, de tous les acteurs en fait, sur ce type d'innovation. Donc pas de situation en fait, très polémique, je pense, sur le fait que ces solutions pouvaient avoir une valeur ajoutée, mais des difficultés concrètes pour mettre en place en fait, de façon effective sur un plan administrativo-juridico-économique des prises en charge de ce type de produit. Un élément on parle beaucoup du remboursement des thérapies numériques, on dit souvent c'est un des verrous clés du passage à l'échelle, etc. Mais en fait, déjà le remboursement, moi je vois qu'il est beaucoup plus multifactoriel, c'est-à-dire que on réfléchit trop à la solution industrielle, je pense, et le remboursement, il faut le voir de façon plus holistique. Je pense qu'il faut vraiment aussi penser remboursement des professionnels de santé qui prescrivent et qui utilisent ces produits. Alors, toutes les thérapies numériques ne sont pas sur prescription médicale, mais une bonne partie d'entre elles le sont. Pour celles qui sont sur prescription médicale, il faut vraiment créer les conditions d'incitation des professionnels de santé pour qu'ils puissent adopter dans leur pratique courante ce type de solution. Et du coup, il faut changer les modèles de rémunération des professionnels de santé, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas étonnant, entre guillemets, qu'on arrive sur des champs en fait, législatifs qui se recoupent entre thérapie numérique et télésurveillance. Parce qu'évidemment, il faut que à la fois les parties prenantes, donc côté professionnel de santé et côté industriel, puissent avoir un cadre vertueux pour développer ces solutions. Donc, on a vu sur des solutions comme Diabéo, et ce n'est pas que pour Diabéo, il y en a d'autres solutions, je pense, qui sont ici représentées, qui ont les mêmes sujets. Il faut arriver à coordonner la prise en charge d'un dispositif innovant, la prise en charge des professionnels de santé qui utilisent ces dispositifs médicaux, et il faut que tout ça soit aussi accompagné accompagner le changement, en fait, à très grande échelle des professionnels de santé, et aussi faire en sorte que ces solutions soient plus connues, tout simplement, quoi. Donc, est-ce que c'est que aux industriels, en fait, de prendre leur bâton de pèlerin et avec leur puissance propre, de pouvoir en fait, faciliter l'éducation du marché sur l'existence de ce type de nouvelles modalités thérapeutiques, ou est-ce que c'est quelque chose de plus global au niveau de la société elle-même, où on doit avoir des pouvoirs publics qui s'investissent davantage sur finalement la promotion de ces innovations. Et je pense qu'on a un problème de tempo. Je pense qu'on a des résultats cliniques spectaculaires qui émergent dans différentes innovations, dans différents cadres.
c'est pas tout à fait normal. Je pense qu'on passe des années et des années finalement pour définir ces cadres de prise en charge à grande échelle. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des acteurs qui s'assoient autour d'une table et qui permettent l'émergence de ces cadres dans un délai qui est compatible avec un accès au marché en fait, de ces innovations. Je pense que les patients le méritent. Les innovations sont là et maintenant il faut qu'on ait des cadres qui se mettent en œuvre de façon concrète et à grande échelle. Effectivement, il y a tout un enjeu d'acculturation, alors de l'écosystème, dans tout son ensemble, patients, professionnels de santé, institutionnels, les autorités de santé également, elles se forment pour mieux accompagner, créer des référentiels, les différents acteurs, alors comme le LEM également, qui accompagne les industries du médicament. Vous avez parlé d'accompagnement du changement. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait écho à une initiative qui a été lancée assez récemment au premier semestre de Ville 2 par le LEM, avec notamment l'Académie du digital en santé. Alors, Thomas Borel, est-ce que vous constatez, vous aussi, des problématiques de connaissance, d'acculturation au sein des entreprises par rapport à ces solutions et comment, finalement, vous agissez pour essayer d'accompagner et de faire connaître ces solutions pour qu'elles se déploient? Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais insister, je pense reprendre les propos de Pierre qui sont extrêmement importants. Il y a un sujet qui est le modèle d'accès au marché. Quand on regarde ça d'une perspective industrielle notamment, mais plus largement, il y a un sujet qui est le modèle d'accès au marché, mais ce sujet n'est qu'une partie de la problématique. Il y a un sujet d'adoption, d'acculturation des professionnels de santé, d'adoption par les professionnels de santé, d'adoption par les patients. Donc, on peut espérer que l'espace santé numérique, le bouquet de services professionnels de santé va contribuer à ça, mais je pense qu'il y a un véritable travail d'éducation de la part de toutes et tous, et qui peut poser la question d'un point de vue des promoteurs industriels, du rôle qu'ont les promoteurs industriels autour de cette éducation à l'initiation de ces traitements et de ces DTX, et pose aussi la question précisément en France du rôle de l'industriel dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique ou des programmes d'apprentissage. Parce que j'ai un peu peur quand même, parfois, je ne veux pas regarder le verre à moitié vide, qu'on arrive petit à petit, et c'est vrai que les choses ont un peu bougé ces dernières années en France et dans d'autres pays européens, comme c'était rappelé tout à l'heure, sur des modèles de remboursement, et pour autant les solutions, elles ne sont pas nécessairement correctement utilisées, voire utilisées du tout. Donc il y a un vrai sujet d'acculturation des professionnels. Je voulais juste réinsister sur le point qu'évoquait Pierre précédemment. Sur le sujet de l'acculturation des collaborateurs et collaboratrices des entreprises de santé, il est vrai que les entreprises réunies au LEM ont très vite choisi comme une action prioritaire du collectif que d'accompagner, alors pour la France, les 100 000 collaborateurs qui travaillent dans des entreprises pharmaceutiques et qui ont, dans tout leur métier, besoin de changer leurs pratiques, d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'outil digital. Et ça va sur des tas de sujets différents, évidemment. L'utilisation de l'IA dans la recherche, la réglementation des DTX, les modèles d'accès au marché, la conduite du changement, les modèles d'interaction avec les professionnels de santé. Donc tous les métiers sont concernés. Et donc on a créé, après 2 ans de travaux, une académie du digital en santé, qui a vocation à développer et à déployer des modules de formation, à la fois pour des collaborateurs d'entreprises du médicament, mais beaucoup plus largement, on s'adresse à tous les collaborateurs d'entreprises de santé qui ont besoin de croiser les 2 variables, santé d'un côté et numérique de l'autre. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition de la formation continue sur toutes les approches de formation existantes et distancielles notamment au sein de cette académie. Par ailleurs, cette académie a aussi vocation, par le fait d'être une plateforme de rencontre, de croisement entre la sphère académique d'une part, la sphère institutionnelle un petit peu aussi, et puis bien entendu la sphère industrielle, que ce soit de grandes entreprises ou de petites start-up, de capitaliser sur ce lieu de croisement pour potentiellement créer de la valeur nouvelle autour de solutions qui font de l'intérêt général. Donc on va travailler là sur la construction d'un hub d'innovation autour de cette académie du digital en santé. Et ça, Hub Innovation, qui invitera justement tous les acteurs de l'écosystème, notamment les professionnels de santé, les autres acteurs, les patients, les associations de patients, ce qui permettrait également d'acculturer l'ensemble de l'écosystème et de répondre aux autres problématiques de cette communication, meilleure communication pour faire connaître ces solutions. L'ambition, on porte au nom d'un collectif, et l'ambition, elle est effectivement d'abord très ouverte et très large dans ses possibilités. L'idée, c'est d'agréger des problématiques d'acculturation en général de l'ensemble des acteurs et potentiellement de travailler autour de cette plateforme pour construire de nouvelles approches,
Pour l'instant, la première phase qui est déjà opérationnelle, c'est mise à disposition de contenu de formation spécifique au sujet santé numérique et potentiellement appliqué au cadre français, notamment au cadre législatif et réglementaire. Donc ça, c'est déjà disponible, c'est déjà de la formation continue et je pense assez utile et demandé tout du moins par beaucoup des entreprises de santé en général et du médicament en particulier. C'est vrai qu'on a parlé du DIGA. Je crois avoir lu qu'aujourd'hui, l'une des problématiques qui ralentit un petit peu la prescription de ces applications, c'est que plus de la moitié des professionnels de santé en Allemagne, finalement, ne connaissent pas le dispositif, ne connaissent pas ces outils, et donc, finalement, ne les utilisent pas. Je reviens peut-être juste rapidement sur Diabéo. Est-ce que ça, comme vous étiez effectivement assez pionnier sur ce marché à l'époque, c'était votre rôle d'expliquer aux professionnels de santé, aux établissements dans lesquels vous vouliez implanter le dispositif, comment vous avez géré cette partie-là? On l'a géré dans une logique partenariale. Je pense que c'est, déjà, on a été, je pense, une des premières PME à l'époque qui a dénoué des relations avec des grands groupes pharmaceutiques en l'occurrence, Sanofi pour ne pas le citer, mais je pense qu'on a montré en fait des modèles partenariats innovants qui permettaient aussi de conjuguer finalement ce qui fait la force des PME, l'innovation technologique, aussi un savoir-faire réglementaire. Ça fait une dizaine d'années qu'on a créé un département médical et un département qualité réglementaire donc pour travailler spécifiquement sur la thérapie numérique. Donc ça, je pense que c'est une des forces des acteurs innovants. Et à côté de ça, la force des acteurs industriels de premier plan dans la pharma, c'est aussi la connaissance des trajectoires d'accès au marché, c'est la connaissance des trajectoires de développement clinique, c'est la connaissance aussi de la commercialisation à grande échelle des produits de santé dans le monde entier. Donc nous, on a, entre guillemets, travaillé main dans la main avec Sanofi pour éduquer les professionnels de santé. Et on a eu un travail, effectivement, d'introduction. Et je pense que c'est la sphère industrielle qui a porté ça, en fait, au démarrage et qui continue de le porter aujourd'hui et qui, à mon avis, devrait être complété, en fait, par une action, d'ailleurs, des pouvoirs publics, concrètement, pour assurer la promotion de ces innovations. Et je pense que quand la puissance publique s'engage pour promouvoir des nouveaux usages, on arrive à des résultats spectaculaires. Dans la pandémie, on l'a observé. Je pense que le boom de la téléconsultation, les difficultés structurelles d'accès aux soins qu'on a eues pendant cette période, je pense qu'on poussait le développement des nouveaux usages d'une façon spectaculaire. Et la puissance publique a été en première ligne pour pousser finalement un certain nombre de messages et faire en sorte que les prises de rendez-vous soient à grande échelle pour la vaccination, etc. Tout s'est fait en un minimum de temps et ça a été, c'est possible. Donc encore faut-il maintenant pouvoir lancer des démarches à travers une volonté politique forte et un engagement de tous les acteurs et briser un peu parfois des antagonismes d'un autre âge, je pense, entre industrie et pouvoir public, en fait, sur des thématiques aussi intéressantes que celles qui est discutée aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. J'aurais voulu peut-être avoir un dernier message de votre part sur soit les facteurs clés de succès, soit les perspectives de ce marché. Edwige, je crois que vous abordiez les questions notamment de valeur d'usage pour les patients. On en a relativement peu parlé aujourd'hui lors de cette table ronde du patient. Finalement, comment mieux prendre en compte ce besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi aller acculturer ce patient qui va être le destinataire final de ces thérapies? Alors, c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup dans les digital thérapeutiques, c'est qui probablement aussi change le paradigme, c'est qu'on avait l'habitude globalement de voir quand même un médecin un peu plus au centre. Et là, on est dans une responsabilisation, dans une autonomisation, et on compte sur cette autonomisation du patient. Ce qui implique, comme vous le disiez aussi globalement tous, c'est qu'on arrive aussi à acculturer le professionnel de santé qui accepte quelque part de laisser un peu plus de place au patient dans la manière dont il va se prendre en charge et dans l'expérience qu'il va accepter de se créer. Ce qui, dans les grands équilibres, vont permettre probablement aussi d'avoir un patient dont on va pouvoir objectiver l'expérience, la satisfaction et preuve à l'appui aussi, parce que je pense qu'on parle beaucoup d'évidence générée pour les autorités de santé, générée aussi pour convaincre le médecin d'utiliser telle ou telle thérapie, qu'elle soit à un moment digital ou pas. Mais en fait, il nous faut la même chose pour le patient. Et tout ce qui se développe aujourd'hui en standard depuis quelques années sur les PROMS, les PREMS, qui derrière ont vocation à pouvoir objectiver, là encore, de l'expérience patient telle qu'on peut la percevoir dans d'autres industries et loin de la santé, telle qu'on le vit au quotidien, nous, en tant que consommateurs, et probablement la clé de succès pour arriver derrière à avoir le patient à nos côtés pour faire avancer l'accès également sur ces thérapies.
Alors Thomas Borel, je vous vois acquiescer. Je crois qu'effectivement, c'est un virage aujourd'hui que les entreprises ont pris, beaucoup plus qu'il y a peut-être 10-20 ans, d'intégrer davantage de patients au sein finalement de toutes les instances des entreprises du médicament. Quels sont pour vous peut-être les éléments clés qui vont favoriser la généralisation des DTX? Alors au-delà, est-ce que vous le citiez, mon espace santé va être fondamental? Est-ce que c'est un mix de différentes actions, à la fois des industriels, des pouvoirs publics, des fabricants de DTX? Comment vous voyez l'avenir des DTX et par quoi ça passe? Et donc l'agenda va commencer à être problématique parce que je vais répondre en 20 minutes. À votre question extrêmement simple pour finir cette table ronde. Merci. Non, en 2 mots, moi, il y a 2 éléments là que j'ai envie de retenir ou de faire passer comme message. Le premier, c'est qu'effectivement, alors le mot très facile d'écosystème, c'est en gros comment est-ce qu'on met autour d'une table des bénéficiaires, des prescripteurs et des patients, effectivement des promoteurs de solutions industrielles et puis des régulateurs pour faire avancer le sujet un peu plus vite. Si on ne le fait pas comme ça, on va prendre le sujet par petits bouts. On va regarder, on va faire avancer en France telle partie et puis d'autres pays européens vont faire telle autre partie de cette approche-là et ça va être problématique d'un point de vue du développement industriel de ces solutions et surtout du bénéfice patient qu'elles peuvent apporter à toutes et tous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel je réfléchissais un instant, c'est quid de l'utilisation de la donnée comme un vrai sujet autour de ça. Quand vous êtes patient, vous pouvez vous poser la question de savoir, OK, j'ai un DTX, où va la donnée? À qui elle sert? On a ces discussions-là autour de l'exploitation des données personnelles, du HDH, etc. On a des réglementations qui existent, elles sont parfois lourdes et compliquées, elles sont saines en même temps pour la protection de la donnée. Autour de ces DTX, on a des systèmes de données partagés. Donc c'est une façon, à mon avis, de faire appréhender la question de l'outil qui est le DTX de façon, je dirais, convergente entre des acteurs qui vont encore une fois être des utilisateurs de solutions, des prescripteurs et des promoteurs qui vont l'utiliser d'une façon ou d'une autre, ces données-là. Donc il y a un vrai sujet, pour moi, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, autour de l'utilisation de la donnée et de l'appréhension des données par toutes et tous pour savoir de quoi on parle autour des données de santé qui sont générées ou qui servent à l'utilisation des DTX. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et Pierre Laurent en parlait justement dans l'évolution de l'offre aujourd'hui de Voluntis Aptar Digital Health, qui est de créer une plateforme pour collecter la donnée, en tirer peut-être un nouveau business model. Alors justement, là encore en 2 mots, les facteurs clés de succès ou les points d'attention spécifiques pour favoriser le déploiement des DTX. Donc effectivement, je pense qu'on arrive sur des nouvelles générations de produits de plus en plus combinés. Donc c'est vrai que là, on marie de plus en plus de compétences de différentes natures. Donc nous, on a des compétences au départ logiciel, dispositif médical, maintenant qui communiquent avec des matériels, le système d'administration du médicament qui nous envoie des données sur soit l'injection d'un produit ou l'inhalation d'un produit, etc. Et puis tout cela, effectivement, va devoir de plus en plus analyser. Donc on développe nos compétences aujourd'hui sur tout ce qui est data analytics et on développe aussi des compétences sur le market access. On vient de créer un centre d'excellence sur ce sujet au niveau mondial qui va permettre d'utiliser au meilleur escient finalement ces informations pour favoriser l'accès à grande échelle de ces innovations. Donc voilà, l'offre continue d'évoluer. On a des produits qui sont amenés à arriver sur le marché dans différents pays de façon étagée. Principalement États-Unis, Europe et Japon aujourd'hui, même si on a des discussions exploratoires en Chine et en Inde actuellement aussi. Voilà, donc on a une division qui est spécialisée maintenant qui rassemble toutes ces expertises et qui travaille concrètement avec différents partenaires aussi industriels. Bon, on travaille avec la pharma puisque c'est un de nos grands axes sur le plan du modèle économique et du mode de distribution, mais on travaille de plus en plus de façon ouverte en fait, avec des dispositifs faits par d'autres acteurs capteurs d'ailleurs, d'autres dispositifs d'administration du médicament. On travaille maintenant avec des fabricants de capteurs, de wearables. La collecte de données patients devient de plus en plus facilitée par le fait que les patients aussi maintenant utilisent de plus en plus de dispositifs pour mesurer leur santé. Et donc ça rend encore les choses plus faciles en fait, pour permettre d'avoir accès à l'information de façon fluide, sans effort en fait, pour les participants à la démarche. Donc l'avenir dans l'hybridation des technologies et l'analytics de la donnée. Alors je vous laisse le mot de la fin, Hélène Moore. Est-ce que dans 10 ans, on aura tous des DTX dans la poche? Quels sont les éléments qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre pour que ce soit une réalité?
Ben moi, je suis une éternelle optimiste. Alors, je pense que si je vous demande aujourd'hui, levez la main si dans votre entourage, quelqu'un s'est fait prescrire un DTX dans les 6 derniers mois, je vais avoir 0 ou une quantité minime de mains qui se lèvent. Si je fais le même sondage dans 10 ans, moi, je suis convaincue à 100% que tout le monde va lever la main. Donc, ça va faire partie intégrante de notre vie, ça va faire partie de notre réalité en tant que société. Et les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, ben, vous faites partie du début de cette aventure-là. Elle a commencé il y a un bout de temps, mais vous êtes des pionniers, en fait. Hein. Maintenant, on a vraiment une industrie qui est en émergence forte. On le voit, il y a des génies créatifs, il y a des gens qui sont... je veux dire, ça va faire un catalyste d'adoption, puis de... Bon, et tout le monde doit se mettre autour de la table. Ce n'est pas juste de créer des thérapies numériques, parce que moi aussi, c'est le faisceau de la définition de l'innovation qui, je pense qu'il faut challenger. On a souvent ce faisceau qui est sur création, développement d'une thérapie numérique. C'est comme ça qu'on définit l'innovation. Eh bien, nous, chez EDT, l'innovation, c'est en aval de ça. Tous les jours, on innove pour pouvoir le présenter à des patients. Puis comment on fait? Bien là, il y a toutes les autres variables que Pierre expliquait qui doivent être mises en place. Élargissons le faisceau de définition de l'innovation et puis on va être capable de toutes ces belles solutions-là, de les amener de façon responsable et éthique au niveau data sur les écrans de nos patients. Effectivement, comme disait Thomas Borrell, on pourrait parler encore très longtemps de l'innovation à tous les niveaux, dans la création, dans les partenariats, dans les technologies et puis dans la communication surtout, pour que si on refait cette conférence dans 10 ans, en fait, on ait toutes les mains qui se lèvent. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas, je me tourne vers Franck si on a 1 ou 2 minutes pour prendre des questions ou si c'est vraiment pas possible. Je suis désolée, on a dépassé de 5 minutes. Est-ce que... Non ? D'accord. Bon, mais je crois que là, vous avez une pause qui s'annonce avant de reprendre ensuite avec des échanges entre start-up et institutionnels. Je vous remercie en tout cas pour votre attention dans la salle et à distance. Merci beaucoup.